d'une population donnée, mais il existe également d'autres configurations de données, donc celle que nous allons essayer de regarder aujourd'hui, donc l'économétrie sur des données de panel. Donc dans ce cas de figure, c'est un cas de figure où on peut avoir des observations des séries temporelles sur plusieurs individus en même temps. Donc, ça veut dire qu'on a par exemple les données sur des variables comme le PIB, l'inflation. Si je prends le cadre macroéconomique, on a des variables comme le PIB, l'inflation, le chômage, et bien d'autres variables qu'on peut avoir sur une période donnée. Ça peut être, par exemple, 1990 à 2022. Donc, j'ai ces données-là sur cette période-là, mais sur plusieurs individus. Les individus ici pourraient être les pays. Donc, on peut avoir, par exemple, un panel de plusieurs pays donc, sur lesquels on observe des variables sur une période donnée. Donc, économétriquement, c'est également possible de traiter de telles données et ce sera l'objectif de la session d'aujourd'hui. Donc, qui porte sur l'économétrie des données de panel. Voilà, euh, donc comme je l'ai dit, on a dans l'économétrie classique, on l'a déjà vu, donc on a un modèle, on a une équation qui dépend à la fois de... en fait, ça, c'est dans le modèle, bon, il y a des petites erreurs dans la régression linéaire classique, donc on a, donc pour un individu donné, donc chaque individu donc, a une variable expliquée qui s'écrit comme fonction linéaire de variable explicative. Donc ça, c'est dans le cas général. Et donc, les principales hypothèses qu'on se fait très souvent sur les différentes variables, c'est la non-collinéarité des variables explicatives, la dépendance, l'indépendance des erreurs, l'exogénéité, l'homozygosité, la normalité des termes d'erreur. Donc, ça, ce sont des hypothèses qu'on se fait en général. Donc, en économétrie des données de panel, donc, il y a deux dimensions, donc, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a la dimension individuelle, donc les individus. Ici, ça peut être les films, ça peut être les pays, mais ça peut être même des individus au sens propre du terme. Donc, ça peut être d'autres formes d'individus. Donc, on a également une dimension temporelle, donc sur une période donnée, allant par exemple de 1 à t. Donc, de façon générale, donc, le nombre de périodes peut différer d'un agent à l'autre. Donc, dans ce cas, par exemple, dans le cas où, par exemple, sur tous les individus, on n'a pas la même périodicité, donc la période sur laquelle on observe les variables n'est pas la même. Donc, on va parler de parallèle cylindré. Donc, maintenant, il y a un autre cas où le, tous les individus, en fait, on observe toutes les variables sur tous les individus sur la même période donnée. Là, on va parler de panel parfaitement équilibré, panel équilibré. Donc, euh, donc, vous avez vu dans l'équation du modèle de régression linéaire que la variable dépendante dépend de l'individu.
Par contre, dans le cas de données de panel, on a deux dimensions. On a à la fois la dimension. Bon, c'est vrai qu'ici, on a pris, dans le cas de la régression linéaire, le cas où on régresse sur des individus. Donc, on aurait pu prendre également le cas où on régresse seulement on regresse sur la dimension temporelle. Donc, maintenant, dans le cas de panel, on a deux, à la fois la dimension individuelle et la dimension temporelle des données. Donc, on va noter chaque variable, la variable explicative, par exemple, YIT, donc vous dit qu'on observe la variable pour chaque individu à des périodes données. Donc, des périodes représentées ici par T. Donc, c'est pareil pour les variables explicatives, donc, qui sont également appelées des régresseurs. Donc, en économétrie des données de panel, il y a une configuration qu'il faut donner aux données. Donc, que ce soit sous les logiciels qui sont le plus souvent utilisés, que ce soit SPSS, non pas SPSS, parce que l'économétrie des données de panel n'est pas possible sous SPSS. Donc, Stata, eViews ou alors R ou SAS. Donc, en général, la configuration des données est comme celle que vous voyez dans le tableau qui est là. Donc, on a l'individu et puis le temps, d'abord dans un premier temps. Donc, pour chaque individu, on répète le même individu autant de fois qu'il y a d'observation temporelle. Ça veut dire que pour l'individu 1, par exemple, si c'est par exemple un pays, dans le pays 1, donc on va répéter l'individu 1 autant de fois qu'il y a d'observation temporelle. Si on prend par exemple une donnée allant de 2000 à 2020, donc pour chaque individu, on va répéter le numéro de l'individu, puisque dans un premier temps, on va numéroter les individus de 1 jusqu'à n. Et donc, pour chaque individu, donc, on va le répéter autant de fois qu'il y aura d'observation temporelle. Donc, si je prends la période de 2000 à 2020, on va représenter l'individu en 2000, 2001, ainsi de suite jusqu'en 2020. Et ça sera pareil pour l'individu 2, 3, jusqu'à l'individu N. Donc, juste après la représentation des individus ou agents et du temps, on aura, n'est-ce pas, chacune des variables. Donc, d'abord la variable explicative, et puis la variable expliquée, et puis la variable explicative. Donc, pour chaque variable, également, on va répéter on va représenter les observations de chaque variable ou chaque agent sur la période considérée. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on configure les données du panel. C'est la même configuration qu'on a sur Excel. Donc, tout à l'heure, vous allez peut-être voir de façon pratique comment est-ce que cette présentation se fait sur Excel, mais elle n'est pas différente de la présentation qu'on a dans cette feuille de données, dans cette feuille. Donc, en économétrie des données de panel, on a en général, ce qui se fait, c'est qu'on impose les coefficients constants entre les individus. Donc, quels que soient les individus, on impose les coefficients constants. La différence se fait beaucoup plus au niveau du terme résiduel, donc le terme T, donc le terme résiduel. Et donc, à cet effet, on distingue deux grandes familles de modèles. Donc, il y a d'abord les modèles à effet individuel. Donc, c'est dans cette famille de modèles, donc chaque individu a sa constante, mais toutes les pentes représentées ici par bêta, dont le coefficient des variables explicatives, sont les mêmes entre les agents. Donc, c'est ça le modèle à effet individuel. Donc, on a les constantes
qui dépendent des agents. Donc, chaque agent aura sa constante, mais de façon globale, les pentes ne vont pas dépendre pour être indépendantes des individus. Donc, dans les modèles à effet individuel, donc, il y a dans un premier temps donc, les modèles à effet fixe, donc, qui sont définis de telle sorte que le coefficient de chaque individu soit corrélé avec les régresseurs observés. Donc, il y a une corrélation entre un lien entre le coefficient individuel et les variables observées, les variables explicatives. Donc, c'est ça la définition de l'effet fixe. Donc, c'est en quelque sorte une forme d'hétérogénéité inobservée entre les variables. Donc, fixe parce que anciennement, les x, y étaient traités comme des paramètres, c'est-à-dire non aléatoires, qu'il fallait estimer, mais dans ce cas, on voit que dans les modèles à effet fixe, ces paramètres-là sont supposés être corrélés aux variables, aux régresseurs. Donc, maintenant, en dehors des modèles à effet individuel fixe, donc il y a maintenant les modèles à effet aléatoire, dans lesquels on suppose que le coefficient alpha i est distribué indépendamment des variables explicatives. Donc, il y a une indépendance entre le coefficient et les variables explicatives. Donc, dans le cas général, on va supposer que en fait, on va supposer que l'effet aléatoire de alpha i et les termes d'erreur epsilon i sont identiquement distribués et indépendants. Donc, on va supposer qu'il y a une indépendance entre le coefficient, donc le coefficient alpha i et le terme d'erreur. Donc, en général, dans le modèle à effet aléatoire, donc le coefficient alpha i va suivre une loi moyenne donnée des cas types également. Donc, là, tandis que le terme d'erreur, comme dans tous les modèles économétriques, doit suivre une loi de moyenne nulle. Donc, pour résumer les modèles sur données de panel, donc on a trois catégories. Donc, il y a dans les modèles linéaires généraux, donc le premier cas, donc c'est le cas où on suppose que on estime le modèle comme si on était dans le cas d'un modèle linéaire, donc normal. Et puis, il y a les modèles à effet individuel. Donc, dans les modèles à effet individuel, il y a les modèles à effet fixe, où on suppose que le coefficient alpha i est corrélé aux variables explicatives. Et le modèle à effet aléatoire, où on suppose que les coefficients alpha i sont indépendants du terme d'erreur. Et on a l'hypothèse supplémentaire selon laquelle le coefficient est une variable aléatoire de moyenne des cas types donnés, tandis que le terme d'erreur est une variable aléatoire de moyenne nulle. Donc, dans tous les cas, on suppose qu'il y a une hétérogénéité stricte. D'autres modèles de panel existent, comme en particulier les panels dynamiques. Tout comme dans le cas de l'économétrie simple, toutes les variantes que vous connaissez en économétrie sur les coupes instantanées sont également valables sur les données de panel. Comme par exemple la co-intégration, les VAR et
tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on peut également le faire sur des données de panel. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, sinon, donc, est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à la présentation sur les données de panel qui ne sont en fait, qui se distinguent des données en coupe instantanée ou en coupe transversale qu'on a déjà eu à faire juste par le fait de l'existence de deux dimensions, la dimension temporelle et la dimension individuelle. Donc, on a pu subdiviser un modèle à effet fixe ou bien de modèle à effet aléatoire. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations majeures? Pour le moment, je pense que c'est non. On suit. Ah, ça va, il n'y a pas de souci. OK, donc je vais ouvrir une feuille de calcul Excel sur données de panel. Je pense que c'est une base de données que je vous ai envoyée. Et bon, elle s'appelait base data panel, donc une base de données Excel. Donc, c'est une base de données que je vous ai envoyée, donc parmi les bases de données. Donc, on a les données touristiques sur les données touristiques au Maroc. Donc, on a en fait, ici, les individus sont les régions. Donc, on a Beni Mellal, des régions comme Mazilal et bien d'autres régions marocaines. Donc, comme je le disais tantôt, dans la présentation qu'on doit avoir des données est la suivante. Donc, on a l'individu, un par exemple, qui s'appelle Beni Mellal. Donc, on va créer une variable qui s'appelle individu, donc il sera numéroté 1. Donc, vous voyez que le 1 se répète partout. Et étant donné que la période est à la base de 2005 à 2018, donc on va répéter l'individu 1 autant de fois qu'il y aura d'observation. Répéter l'individu 1 de 2005 à 2018. Donc, les variables qui sont utilisées dans cette base de données sont la durée moyenne de séjour d'un touriste dans la région, dans le réservoir naturel, le réservoir patrimonial, les variables sur la sécurité de la destination, l'offre de santé, la formation professionnelle et l'investissement dans le tourisme. Il y a également des variables comme l'arrivée de touristes, donc le nombre de touristes qui arrivent dans la région, le nombre de nuitées touristiques passées par le touriste dans la région. Donc là, on va avoir les observations de ces variables sur Beni Mellal, donc de 2005 à 2018. Donc, on va faire la même chose pour l'individu 2 qui est là. Donc, sur l'individu 2 on va représenter toutes les différentes variables de 2005 à 2018. Pareil pour l'individu 3, de 2005 à 2018, on va représenter les données de l'individu 3 suivant toutes les variables, donc ainsi de suite, jusqu'aux 11 régions. Donc, Maroc. Donc, on a ces données-là sur le tourisme. Donc, l'objectif sera, par exemple, de voir si les facteurs qui expliqueraient euh, peut-être qu'un touriste passe, par exemple, plus de temps dans une région donnée que pouvoir faire, par exemple, des recommandations, de sorte qu'on puisse savoir est-ce que c'est le réservoir naturel, est-ce que c'est le réservoir patrimonial, est-ce que c'est la sécurité de la destination qui est un facteur déterminant, est-ce que l'offre de santé compte pour
le séjour d'un touriste dans la région? Est-ce que la formation professionnelle? Est-ce que les investissements dans le domaine du tourisme font partie des facteurs qui peuvent expliquer la durée le séjour d'un touriste dans une région donnée? Donc, donc, voilà un peu comment est-ce que la base de données peut se présente, donc devrait se présenter, quel que soit le logiciel dans lequel on doit faire l'analyse, que ce soit eViews, SPSS ou d'autres logiciels prenant en compte les données du panel. Voilà la configuration qu'il faut donner, en fait, qu'il faut avoir. Donc, la différence avec l'autre, les données en coupe transversale, c'est que, par exemple, on a, par exemple, pour un individu donné, seulement si on aurait pu, par exemple, analyser seulement les données pour Benny Mélan, donc de 2005 à 2018. Mais la différence ici, étant donné qu'on a plusieurs individus, est qu'on empile les données, donc pour chaque individu. Donc, l'individu 1, voilà ses données. Ensuite, l'individu 2, on empile ses données. Ensuite, l'individu 3, on répète le même scénario, ainsi de suite jusqu'à l'individu 11. Donc, sauf que les individus sont numérotés et on répète autant de fois qu'il y a d'observation chaque individu sur la période. Voilà, donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas si à cette étape, il y a des préoccupations. En fait, c'est le même individu qu'on parlera, le individu 1, c'est le même individu qui se répète Oui, en 13 fois. Oui, de 2005 à Oui, 2000, oui, 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 14 fois, 14 fois. d'accord. Et la durée moyenne de ces jours-là, c'est en année? Bon, je ne connais pas l'unité. Hein, ouais. D'accord, Je pense que ça doit être en jour. Bon. Mais ça ne peut pas être en année. Un touriste ne peut pas passer d'accord. une année, bon, en moyenne. Moi, je pense que ça doit être en journée. En journée. Donc, il y a la sécurité, le réservoir naturel, le patrimonial, la sécurité de la destination. Bon, bref, c'est juste une base de données comme ça hein, pour un cas pratique, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut analyser dans les effets, les facteurs qui peuvent expliquer le temps ou alors le séjour d'un touriste dans une région. Ok. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, étant donné qu'on a une base de données comme celle-là, on, on peut aller sur Data, donc c'est la même procédure, on importe les données et puis il y a des commandes pour pouvoir euh, le faire. Donc, il y a les possibilités de le faire manuellement et de récupérer le code, comme on l'a vu pour les régressions simples. On peut le faire également pour les données du panel. Donc, l'importation de données est la même. Donc, pour le faire, il faut toujours aller dans File, puis Import, Excel. Donc, il s'agit d'une base de données Excel. Donc, on va cliquer là, dans Browse. Et, donc, Data Panel, import first row as variable name. Donc, OK. Donc, la base de données a été importée. Donc, on a la variable individuelle.
Donc, à titre de rappel, il faut bien préciser que la variable individuelle on doit créer à tout prix une variable. C'est vrai qu'ici, il y a déjà une variable individuelle qui donne le nom de chaque individu. Mais en plus de ça, on doit impérativement créer une nouvelle variable individuelle qui sera numérique. Donc, déjà 1, 2, 3. Donc, qui va numéroter les individus. Et également une variable annuelle, donc qui sera également une variable numérique. Donc, avant d'importer, il faut vous rassurer qu'il y a une variable individuelle qui est numérique. Donc, qui numérote les individus qui sont utilisés dans l'étude. Donc là, c'est là, on a importé notre base de données. Donc, on va adopter la procédure habituelle où on va le faire de façon manuelle et récupérer la commande. Donc, pour ce faire, on va créer un do-file en utilisant le crayon qui est là, juste en dessous du graphique. Donc, new do-file, on va cliquer dessus. Donc, bon, la première étape, c'est de pouvoir définir mes données comme panel. Donc, je vais écrire là, donc étoile, définir les données comme panel. Donc, il faut déjà savoir que sous Stata, donc, lorsqu'on veut estimer un modèle de régression SEM, donc, on n'a pas besoin de définir la variable qui joue le rôle de série temporelle, sauf lorsqu'on veut faire, par exemple, le test d'autocorrélation des erreurs qui met en relation la relation qui est entre le terme résiduel d'une année à celle de l'année précédente. Donc là, on est obligé de définir une variable temporelle. Donc, pour les données de panel, c'est automatique. Il faut définir la base de données comme panel, donc en définissant la variable individuelle et la variable temporelle sous Stata. Donc, peut-être sur eViews, lorsqu'on a déjà rangé les données de cette façon-ci, sur une feuille de calcul Excel et qu'on importe, en général, eViews comprend directement qu'il s'agit d'une base de données de panel. Mais sous Stata, il faut à tout prix définir la base de données comme étant une donnée de panel. Donc, bon, la commande pour le faire existe, mais je vais vous montrer comment on peut le faire de façon euh, manuelle en utilisant le menu déroulant. Donc, Statistics, donc c'est l'onglet par excellence, donc Statistics, et puis Longitudinal Panel Data. Donc, ce sont les données du panel donc, on veut définir. Donc, lorsqu'on est dans Longitudinal Panel Data, donc, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est Setup Utility. Donc, et puis, l'option que nous recherchons ici, c'est Declare Data to be Panel Data. Donc, il faut définir les données comme étant des données de panel. Donc, cette option-là que nous allons choisir, nous allons cliquer dessus. Donc, lorsqu'on clique dessus, il y a cette boîte de dialogue qui s'ouvre là. Donc, il faut sélectionner la variable individuelle. Donc, notre variable individuelle ici, donc c'est une variable numérique individu. Donc, si la variable individuelle numérique n'avait pas été créée, normalement, cette variable ne devait pas apparaître ici, puisque dans l'onglet panel ID variable n'apparaissent que des variables numériques. Donc, s'il y a des variables chaîne de caractères, comme par exemple celle-ci, donc on a les BIM et là les autres, donc normalement, cette variable-là n'apparaît pas là. Donc, une fois choisi la variable individuelle, il faut également cocher time variable puisqu'il s'agit d'un panel, donc, et choisir notre variable temporelle, donc qui est la variable année. Donc là, on a d'autres options qui permettent soit de choisir si les données sont trimestrielles, annuelles, semestrielles et autres.
pour le moment, nous allons laisser l'option par défaut. Donc, on a les données annuelles. Donc, on peut choisir ici, mais bon, l'option par défaut est en ancienne. Donc, nous allons cliquer sur OK. Donc, lorsqu'on clique sur OK, vous allez voir que la commande a été générée. Donc, XT7, individu, année, donc panel variable, donc individu, strongly balanced, time variable année, donc de 2005 à 2018. Donc, mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la commande. Donc, nous allons copier. Donc, ici, dans le symbole de commande, là, nous allons cliquer dessus. Donc, la commande apparaît plus bas là dans la ligne de commande. Donc, nous allons tout simplement couper et coller dans notre do file. Donc, voilà la commande qui permet de définir notre base de données comme données de panel. Donc, c'est xt7, donc variable individuelle, variable temporelle. Donc, je vais enregistrer mon file. Bon, là, je vais l'appeler do file panel formation. Okay. Donc, j'ai là ma commande xt7 donc, qui permet de définir ma base de données comme panel. Donc, cela étant déjà fait. Donc, pour pouvoir estimer les modèles de panel, donc je vais procéder de la même façon que je l'ai fait pour définir la base de données comme panel. Donc, je vais aller toujours dans Statistics et puis Longitudinal Panel Data. Donc, au lieu de Setup Utility, je vais venir ici dans Linear Model. Donc là, je pourrais choisir Linear Model Progression. Donc, vous voyez là qu'il y a là, Fixed Effect, Random Effect et autres. Donc, je vais cliquer là. Donc là, il y a la variable dépendante. Donc, je vais par exemple choisir ma variable dépendante durée moyenne de séjour que je vais expliquer. Donc, comme variable indépendante, je vais choisir qu'est-ce qui peut expliquer la durée moyenne de séjour. Donc, je vais prendre le réservoir naturel, le réservoir patrimonial, je vais prendre la sécurité, l'offre de santé, la formation, l'investissement dans le domaine du tourisme. Donc, une fois ces différentes variables choisies, donc, vous voyez qu'il y a là GLS Random Effect. Donc, si je clique sur OK, le modèle à effet aléatoire sera estimé. Donc, il y a également le Fixed Effect Model qui est là, qui peut être estimé, et d'autres variantes sur lesquelles on n'a pas beaucoup insisté. Mais les deux variantes les plus utilisées ici, en général, sont les modèles à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Donc, je vais par exemple prendre le modèle à effet fixe. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, mon modèle à effet fixe a été estimé. Donc, on a dans le modèle à effet fixe les résultats qui sont là, donc qui, comme dans un modèle de régression linéaire, donne les différentes p-values. Donc, on voit par exemple que le réservoir naturel, donc l'effet n'est pas significatif. Ici, la p-value est de 0,75, donc supérieur à 5%. Pareil pour le réservoir patrimonial. Par contre, on peut voir que la sécurité a un effet négatif sur la durée moyenne de séjour d'un touriste dans la région. Ici, on a l'offre de santé, bon, qui n'est pas significatif à 5%, mais qui peut être significatif pour ceux de 10%. Donc, ici également, la formation professionnelle a un effet positif, significatif. Donc, l'investissement, son effet n'est pas significatif. Donc, je peux, comme tout à l'heure, sélectionner ma commande là. Monsieur, Oui. Monsieur, les coefficients sont les constantes, les coefficients. Pardon? Les coefficients estimés. Oui.
Ce sont les constantes. Oui, bien, bon, chaque variable a son coefficient. On dit Pareil. qu'un modèle A est fixe, chaque agent a une constante. Et donc, et tous les individus ont la même bêta, autrement. Oui, le même bêta. Oui, c'est ça. Donc, ces coefficients sont de la constante. Oui, bon, en fait, les individus dans un modèle à effet fixe, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc, c'est vrai que théoriquement, on a un terme, un coefficient. En fait, la définition même du modèle à effet fixe, c'est que le terme constant doit être un terme corrélé aux variables explicatives. Donc, le terme constant qui est là, si on revient à notre présentation là. Donc là, modèle à effet fixe, alpha i, c'est la constante. Donc, l'hypothèse qu'on se fait, c'est que dans les modèles à effet fixe, la constante alpha i est corrélée avec la partie invariante au temps des régresseurs observés. Donc, x, y, t. Donc, on suppose qu'il y a une corrélation entre la constante et puis, bon, même là, alpha est vu un peu comme une variable aléatoire. Donc, ce qui est estimé ici, c'est en quelque sorte la moyenne de cette variable aléatoire. Donc, et on a là son écart type. Donc, ce voilà, ce qu'on voit là, donc l'écart type sigma qui est estimé dans le. Donc, en fait, comment dirais-je, la constante dans notre modèle a une moyenne qui est estimée là. Et donc, voilà l'écart type de ce coefficient-là, donc qui dépend des différentes variables explicatives. Donc, on a notre modèle à effet fixe qui a été estimé. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à la question. Allô? Allô? Oui, allô, est-ce que c'est clair? C'est clair, oui. Merci, merci. D'accord, donc je vais copier mon équation, ma commande là. Donc, je vais couper, donc je vais coller dans donc je vais mettre là, estimation du modèle à effet fixe. Donc, ça, c'est la commande. La commande, c'est xtrect. Xtrect suivi de la variable explicative et des variables indépendantes, virgule. Donc, le paramètre du modèle à effet fixe est FE, donc pour fixed effect en anglais. Fixed effect, c'est la terminologie anglaise. Donc, hormis le modèle à effet fixe, donc il y a également le modèle à effet aléatoire. Donc, la différence entre le modèle à effet fixe et le modèle aléatoire, on l'a vu tout à l'heure, mais au niveau de la commande, il faut juste, au niveau de la commande, mettre, au lieu de fixed effect, FE, donc on met juste RE, donc random effect, donc par analogie.
Donc, si je sélectionne cette commande-là et que j'exécute, on aura les résultats de mon modèle à effet aléatoire, donc qui a des résultats presque similaires à celui que j'avais pour le modèle à effet fixe. Donc, on a la constante là, également, qui est différente de celle qu'on avait là dans les cas types également. Donc, ici, donc, les mêmes variables ici, dans notre modèle à effet fixe, la sécurité avait un effet significatif, alors que, oui, ici également, l'offre de santé n'a pas d'effet significatif. Dans le modèle à effet fixe, également, mais par contre, si on va au seuil de 10%, on peut considérer que l'offre de santé a un effet significatif pour le modèle à effet fixe, mais pas pour le modèle à effet aléatoire. Donc, la formation professionnelle a un effet positif, significatif pour les deux modèles. Donc, les signes et les significativités sont presque les mêmes que l'on prenne le modèle à effet fixe ou alors le modèle à effet aléatoire. Bon, évidemment, vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut choisir entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Donc, de façon simple, il existe des tests, des tests d'hypothèse permettant de choisir, en fait, de tester le meilleur modèle entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Donc, pour pouvoir faire cette test d'hypothèse-là, il faut d'abord enregistrer nos différents modèles, que ce soit le modèle à effet fixe ou alors le modèle à effet aléatoire. Donc, une fois ces deux modèles enregistrés dans la mémoire de Stata, on va utiliser nos enregistrements pour pouvoir faire le test le test de Haussmann, donc c'est le test le plus utilisé, donc qui permet de tester quel est le meilleur modèle entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Donc, on va procéder de la même façon, statistics, mais cette fois-ci, on va aller dans vous pouvez m'interrompre s'il y a un souci. Donc, dans statistique, on va aller dans Post Estimation. Donc, étant dans Post Estimation, on va utiliser Manage Estimation Result. Et puis, Store Current Estimate in Memory. Donc, on va enregistrer nos estimations dans la mémoire. Donc, on va cliquer sur cette option-là. Donc, le NEM, le dernier modèle qui a été estimé sur le modèle à effet aléatoire, donc je vais appeler Aléa. Donc, pour le faire, en fait, lorsque je vais cliquer sur OK, ce qui va enregistrer, ce sera le dernier modèle qui a été estimé. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez que là, il y a une nouvelle variable qui a été générée qui s'appelle Aléa, donc qui a été sauvegardée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais également estimer le modèle à effet fixe et faire la même procédure. Donc, aller dans Post Estimation, donc Store Current. Au lieu d'aléa, je vais mettre fixe. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, étant donné que le dernier modèle qui a été estimé, c'est le modèle à effet fixe, donc, la variable S fixe a été générée et représente la sauvegarde de notre modèle à effet aléatoire. Donc, je vais toujours aller dans Post Estimation. Post Estimation, dans l'utilité d'analyse des post-estimations. Donc, je vais
sélectionner cette fois-ci Specification Test. Donc, le test dont je parlais, le test de Haussmann, c'est un test de spécification qui permet de tester pour voir si lequel des modèles à effet fixe et à effet aléatoire est le meilleur. Donc, je vais sélectionner Haussmann Specification Test. On a Haussmann Specification Test, donc on va choisir le modèle consistant, Consistent Estimation, et le modèle efficient. Donc, on va sélectionner parmi les modèles qu'on a enregistrés. On a enregistré un premier modèle qui s'appelait Aléa et un deuxième qui s'appelait Fixe. Donc, comme tout à l'heure, je peux sélectionner les commandes d'abord des enregistrements. Donc, pour aller dans le do file, avant de passer au test de Haussmann. Donc, copier. Donc, je vais mettre là. Enregistrer le modèle à effet aléatoire. Donc là, c'est la commande. On a également une autre commande qui va nous permettre d'enregistrer le modèle à effet fixe. Donc, c'est ça qui a été fait là. Donc, estimate store fixed. Donc, la commande, c'est estimate espace store, donc suivi du nom du modèle. Donc, à chaque fois, il faut commencer à enregistrer le do file. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai présenté le test de Haussmann, donc qui permettait de tester de spécifier, donc de tester quel est le meilleur modèle entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Donc, je vais aller dans Post Estimation, sélectionner le test de Haussmann. Donc, modèle consistant, je vais par exemple mettre le modèle à effet aléatoire. Le modèle efficient, je vais mettre le modèle à effet fixe et puis je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez là que dans le test de Haussmann, difference in coefficient systématique, donc la statistique de Q2 est négative. Donc, en principe, ça ne devrait pas être le cas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir dans notre test de Haussmann, changer aléa. Donc, au lieu de aléa ici, comme modèle constant, je vais choisir fixe. Et puis là, aléa. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, vous voyez que là, maintenant, on a la statistique de Q2 qui est l'opposé de l'autre. Donc, ici, la statistique de Q2 est positive. La probabilité du test, c'est 0,000, donc inférieur à 5%. Donc, il faut déjà savoir quelle est l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, c'est que le modèle à effet fixe est le modèle consistant dans le modèle qu'il faut utiliser. Donc, l'hypothèse nulle étant ce modèle-là, à effet fixe. Ici, la p-value est inférieure à 5%, donc on rejette l'hypothèse nulle. Donc, ça signifie que le modèle à effet aléatoire est le modèle le plus approprié à utiliser. Donc, donc, je peux également copier la commande du test de Haussmann et coller dans mon do file. Test de spécification. De Haussmann. Donc, la commande, c'est Haussmann, suivi du modèle à effet fixe, modèle à effet aléatoire. Bon, ou l'inverse, donc, vous pouvez choisir l'ordre qui vous convient, qui permet d'avoir une statistique de positive. Donc, par conséquent, de pouvoir calculer la p-value. Donc,
ce qu'il faut retenir dans le test de Rossmann, c'est qu'il faut savoir quel est le modèle consistant. Donc, le modèle consistant, c'est le premier modèle dans l'équation, le modèle à effet fixe. Donc, étant donné que notre hypothèse nulle, c'est que le modèle à effet fixe est consistant, donc la p-value est inférieure à 5%, donc on rejette cette hypothèse nulle-là, donc synonyme de consistance du modèle à effet fixe. Du modèle à effet aléatoire, puisqu'on rejette l'hypothèse nulle. Le modèle à effet aléatoire, c'est le modèle qu'il faut estimer. Donc, si je réestime mon modèle à effet aléatoire, donc là, donc voilà les résultats. Donc, voici le modèle qu'il faut utiliser. Donc, il faudra interpréter. Donc, mettre en œuvre sous logiciel, donc c'est pas très compliqué. Donc, sous Stata également, il faut savoir que les tests sur les résidus et sur les tests de stationnarité sont également importants. Donc, il faut également faire les tests de stationnarité. Donc, bien qu'on soit sur données de panel, donc il existe des tests de stationnarité tels que nous avons omis de faire, donc, mais qui sont également importants. On vient de faire ici, Hippolyte, c'est le test de stationnarité. Là, Non, là, le test de Rossmann, le test de spécification de Rossmann. Le oui, test de oui, on a fait deux, hein, on a fait deux pour aléa et pour fixe. Non, Quand on en a fait, fait le oui, donc disons que dans le premier test, donc lorsqu'on a choisi comme modèle consistant le modèle à effet aléatoire, donc ici, donc vous voyez que là, on a une statique de Ki2 qui est de moins 24,11. Ça veut dire tout simplement qu'il faut inverser. Il faut inverser pour avoir un résultat interprétable. Donc, c'est la raison pour laquelle, par la suite, nous avons inversé fixe et aléatoire. Donc, et dans ce cas, on avait une statistique de Ki2, donc parce que c'est un test du Ki2 qui permet de tester en fait, c'est une statistique de Ki2 qui est obtenue dans le cadre du test de spécification de Rossmann. Donc, il est supérieur à 24. Donc, enfin, il est égal à 24, elle est égale à 24 la statistique du test. Et donc, on peut calculer la p-value qui donne un chiffre largement inférieur à 5%. Donc, ce qui permet de rejeter l'hypothèse nulle de consistance du modèle à effet fixe. d'accord. Donc, Le premier modèle, c'était, est-ce que vous pouvez, le premier modèle, est-ce que c'était significatif le résultat? Ah, il n'y a pas de significatif. bon, en fait, on n'avait pas le résultat. Ok, ok. Ici, on avait un Ki2 négatif, donc modèle fixe failed to meet the asymptotic assumption of the Hoffman test. Donc, ça veut dire qu'il faut juste intervertir l'autre pour avoir la convergence du modèle de Rossmann. Parce que ce message s'affiche, ça veut dire qu'il faut intervertir l'ordre, tout simplement. Et donc, lorsqu'on intervertit l'ordre, il faut également savoir quel est le modèle, en fait, comment est-ce qu'il faut interpréter. Donc, le modèle consistant, c'est le premier modèle qui est dans l'équation, qui est considéré comme modèle consistant sur lequel on va se baser pour accepter ou rejeter l'hypothèse selon la valeur de la p-value. Du coup, nous avons rejeté l'hypothèse nulle comme c'est l'effet fixe qui est le modèle consistant. Du coup, le modèle aléatoire est la meilleure. Oui, tout à fait. Le modèle à effet aléatoire, c'est le modèle qu'il faut utiliser dans ce cas présent. Mais comme je l'ai dit, il faut
préalable, regarder la stationnarité des variables. Donc, après avoir défini les données comme temporelles, on aurait dû regarder la stationnarité des variables. Donc, on peut également le faire en utilisant le menu déroulant, hein, statistics, longitudinal panel data, et puis on va venir là dans unit proof test. Dans unit proof test, il y a Lynn Pesaran, bon, il y a plusieurs tests d'hypothèses, Lynn Pesaran, Shin, Harris, Tavilis, Brent et Lynn Pesaran, Shin, etc. Donc, il y a toute une panoplie de tests d'hypothèses. Donc, par exemple, celui de Lynch, Levin-Lynch-Chou. Il faudra juste choisir, sélectionner ici la variable, par exemple, durée moyenne de séjour. Cliquez sur OK. Donc, on peut récupérer la commande et donc, nous allons regarder d'abord le résultat. Donc, l'hypothèse nulle de test de Levin-Lynch-Chou, c'est que la présence de racines unitaires. Donc, H0, all panel contain unit root. Donc, tous les panels ont des racines unitaires. Donc, ici, la p-value est inférieure à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse nulle de présence de racines unitaires. Donc, par conséquent, la variable durée moyenne de séjour est stationnaire. Donc, tu peux récupérer la commande là et coller dans le do file, test de stationnarité. Voilà, test de stationnarité, unit proof, suivi de LLC pour Levin-Lynch-Chou, ensuite le nom de la variable. Donc, il y a également d'autres options où on peut mettre la constante et autres. Donc, pour le moment, nous allons nous limiter à ça. Donc, voilà la commande, on peut enregistrer. Donc, on peut faire ce test pour toutes les autres variables. Les autres variables. Donc, on peut le faire pour le réservoir naturel. Donc, moi, je vais adapter là. On peut sélectionner exécuter. Donc, il y a voir le résultat pour le réservoir naturel, donc également une variable stationnaire. Donc, on peut faire cette vérification pour toutes les autres variables, mais toujours est-il qu'il faut se rassurer que toutes les variables sont stationnaires avant de commencer les estimations de nos modèles à effet fixe et à effet aléatoire. Donc, lorsque les variables ne sont pas stationnaires, donc, il existe également les mêmes variantes qu'on a sur données en groupe instantané, on peut le faire sur des données du panel, que ce soit les modèles VAR avec et autres AEDL. On peut également les faire sur des données du panel. Du coup, comme la méthodologie qu'on a utilisée précédemment, lorsque toutes les variables sont stationnaires, on fait juste la régression linéaire. Lorsque toutes les variables, il y a des variables stationnaires. Toutes les variables sont stationnaires à différence première, c'est le var. Et puis, s'il y en a qui sont stationnaires et qui sont stationnaires à niveau et à différence première, c'est la RTN. Oui, c'est ça.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit exactement. Donc, bon, même si en donné le panel, il y a des subtilités, et voilà. Donc, mais le principe est le même. Donc, les commandes ne sont pas les mêmes. Il y a des subtilités qu'on peut avoir en panel ou par rapport aux données en groupe instantané. Donc, mais c'est la même idée qui gouverne, que l'on soit sur des données en groupe instantané ou alors sur des données longitudinales. Donc, bon, et tout comme dans les modèles, les modèles linéaires, donc vous pouvez écrire les hypothèses sur les résidus, il faut vérifier la normalité, il faut vérifier l'hétérocédacité, il faut vérifier l'autocorrélation des erreurs, donc il faut vérifier toutes ces différentes hypothèses. Donc, je peux réestimer mon modèle à effet aléatoire, donc il y a ici le modèle qui a été retenu. Donc, je vais regarder les tests diagnostiques des résidus. Voilà. Donc, étant donné que j'ai estimé mon modèle à effet aléatoire, je vais utiliser la commande predict. Donc, je vais prédire la série des résidus. Donc, je la commande predict, donc comme dans le cas des predict, nom de la variable résidu, predict. Voilà, donc je vais sélectionner exécuter. Là, option receive not allowed. Residual. Donc, je vais le faire manuellement. Je vais aller dans statistiques, post estimation. Prediction, linear prediction, residual error component. Je vais venir là. Variable name, appeler résidu. Donc ici, je vais choisir combine residual. Là. Donc, il y a cette variable qui a été générée. On la commande, je peux la récupérer. Donc ça, c'est les résidus combinés. Donc ici, on a à la fois le thème constant pour chaque individu et comme vous pouvez le voir ici, individu plus thème d'erreur. Donc je peux également, du coup, dans Post Estimation, je vais choisir ça, Random Error Component. Ça là, exclusivement
Donc, la variable résidu existait déjà. Je vais juste changer le nom. Donc, sur celle-ci, par exemple, je vais prendre par exemple ça. Donc, je vais faire le test de Jacques Béra sur cette composante-là, donc le test de normalité. Donc, comme dans le cas des données en coupe instantanée, je crois la commande c'est SKTest. Donc, skewness test, donc suivi du nom de la variable. Ma variable c'est celle-ci. Donc, on a là les résultats de notre test de normalité qui nous disent que notre variable résiduelle, donc on a une p-value qui est inférieure à 5%. Donc, l'hypothèse nulle, c'est la normalité. Ici, on rejette l'hypothèse de normalité, donc par conséquent, nos erreurs ne suivent pas une loi normale. Donc, également, dans les tests sur les résidus, il y a les tests d'hétérocédasticité qu'on peut faire. Donc, la commande sur donner le panel pour pouvoir faire un test d'hétérocédasticité après avoir estimé un modèle, c'est xt-test2. Donc, c'est une commande qui nécessite un package qui doit être installé au préalable. Donc, si je sélectionne juste xt-test2 là et que j'exécute, last estimation is not extended. Bon, c'est un test qui ne se fait que pour les modèles à effet, un modèle à effet fixe, parce que dans le modèle à effet aléatoire, donc ce problème d'hétérocédacité ne se pose pas. Donc, on peut quand même estimer notre modèle à effet fixe là. Modèle à effet fixe, là. Donc, lorsqu'on va exécuter la commande xt-test, on aura un résultat pour l'hétérocédasticité. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la p-value, donc qui est inférieure à 5%. Donc, ici, l'hypothèse où étant l'homocédacité, donc, ou alors la constante de la variance. Donc, j'ai l'hypothèse nulle de l'homocédacité, donc, c'est un problème. Donc, les erreurs sont hétérocédastiques. Donc, au-delà de ça, il y a également le test d'autocorrélation des erreurs qui peut être utilisé. Donc, pour le test, pour la commande xt-test2, donc si vous ne l'avez pas encore, si vous n'avez pas encore installé le package correspondant, ça ne pourra pas marcher. Donc, vous allez dans Help, xt-test2. Donc, vous allez voir certainement les différents packages qui peuvent permettre
Donc, il y a là la commande qu'il faut exécuter pour pouvoir installer le package XT-test2. Donc, ou alors vous utilisez la commande ssc install. Donc, vous allez venir ici dans commande là, taper ssc install espace XT-test2. Vous cliquez sur Entrée, donc ça va vérifier si le package est installé. Donc, checking existing consistency of the files already installed. Donc, vous allez, bon, là, il me dit que tous les fichiers correspondant à ce package ont déjà été installés, ils sont à jour. Donc, si ce n'était pas le cas chez vous, donc il devait installer le package qui permet de le faire. Et voilà. Donc, ça commence XT install, donc peut être utilisé d'abord pour installer le package. Donc, avant de faire le test de d'hétérocédacité, il faut d'abord installer le package XT test 2. Donc, voilà la commande xsc install XT test 2. Donc, dans l'aide, vous allez certainement trouver tout ce qu'il faut pour cela. Donc, il y a également le test du test d'autocorrélation. Donc, de Pézaran, donc, qui peut être effectué. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser la commande XT-CST. Donc, Pézaran, on se fait de Pézaran. ABS, donc, on exécute là. On aura le résultat du test de Pézaran, donc il value 0,35, donc supérieur à 5%. Donc, au moins pour cross-sectional independent, donc d'autocorrélation, on a rejet de l'hypothèse d'autocorrélation, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà pour ce qui est des tests de diagnostic sur les résidus que vous pouvez effectuer. Donc les données de panel peut-être ne sont pas diffèrent des données en coupe instantanée, justement par l'existence de la double dimension, mais les estimations, les principes sont les mêmes, ce sont les commandes qui diffèrent. Donc, il faut juste savoir qu'il y a en fait, plusieurs catégorisations entre modèle à effet fixe, modèle à effet aléatoire et autres qu'il faut pouvoir faire et savoir et pouvoir tester lequel des modèles est meilleur. Donc, je ne sais pas si... Hippolyte? Oui, voilà. Je ne sais pas si vous êtes très loin. Allô? Oui, oui, on a commencé. C'est vrai qu'on a commencé avec un retard, mais bon, on était déjà vers la fin.
Tu, Si je vois bien mhm. de panel, Oui, vous avez effectivement défini un modèle à effet fixe et un modèle à effet aléatoire. Ensuite, vous avez estimé ces modèles pour voir quel est le meilleur modèle oui, j'ai estimé et puis j'ai testé. spécifique. Il y a le Vous test, avez testé. il y a le test de Haussmann, test de Voilà, spécification. vous de Haussmann. OK. Ensuite, j'ai vu, il y a test de diagnostic, prédit, test de normalité, test. Bon, c'est bon, je pense que la méthodologie est toujours la même. Tout à fait. OK. Mais avant de faire tout ça, est-ce que vous avez donné la base de données? Oui, bon, je pense que j'avais envoyé la base de données longtemps avant, mais je vais toujours la renvoyer. Donc, il n'y a pas de souci. Ainsi que le do file, que on puisse le refaire si c'est nécessaire. Et il y a un Allô? oui, Oui, vous avez dit, il y a... pour les explications. Non, je n'ai pas bien suivi la question. J'ai dit, est-ce qu'il y a un support, Oui, oui, présentation PowerPoint avec des explications? oui, oui, je vais vous envoyer. D'accord. Moi, c'est ce qui m'intéresse parce que ça me permet de... Et, euh, Allô? allô? Oui, allô, j'avais du mal à vous écouter. Oui, je dis non. Tu veux envoyer le support? Je dis oui. C'est une bonne chose parce que ça nous permet de regarder minutieusement les procédures et comprendre. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. On va essayer de le faire. On va le faire. On va essayer, on va le faire. Voilà, donc, les données du panel, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Bon, je pense que, bon, peut-être on va essayer de prendre une petite pause et le temps de voir, que chacun essaie de parcourir le module et peut-être on va programmer une séance pour essayer de voir quelles sont les difficultés. Parce que, bon, a priori, ça, c'est le module, le module le plus important, hein. Et Je vous assure, c'est le module le plus important, c'est ça. oui, donc, ce que je vais faire, en fait, ce qu'on va faire, c'est étant donné qu'on a envoyé les éléments pour chacune des vidéos qu'on a eu à faire, peut-être on va essayer de laisser tout un chacun faire l'autocritique, essayer de refaire et on va essayer de parcourir pour voir les difficultés que les uns et les autres ont rencontrées et voir dans quelle mesure on peut remédier avant de passer à la phase projet et accompagnement. Bon, de toutes les façons, ce qu'on a fait est loin d'être exhaustif, mais ce sont des éléments de nature à pouvoir donner la base nécessaire pour pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est ça. Juste une question. Est-ce
que c'est un test de normalité des résidus qu'on a fait avant l'hétérostacité? C'est Oui, où? oui, on a fait le test de normalité D'accord, en utilisant la commande SQTest, donc c'est ça qui est là. d'accord. QNSQ test pour normalité. Ça. Donc la commande est là, SKTest, suivi du nom de la variable résiduelle. Ciao, ciao.